Alors, je vais présenter les intervenants au fur et à mesure de leur prise de parole. Donc, je commence par Jessica, Jessica Riskin, qui est professeure à l'université de Stanford, qui est une des plus importantes historiennes des sciences à l'heure actuelle. Et c'est donc une grande chance de l'avoir parmi nous. Je la remercie beaucoup d'être venue depuis la Californie, ce qui fait comme un petit voyage. Et Jessica est connue, très connue, notamment pour un livre essentiel publié en 2002, Science in the Age of Sensibility, qui portait sur l'empirisme sentimental des Lumières françaises et qui a effectivement marqué l'historiographie. Puis en 2016, un essai sur le matérialisme mécanique et ses critiques autour notamment de la figure de l'automate, The Restless Clock. Et puis, je signale qu'elle vient de publier, il y a à peine quelques mois, un livre qui était très attendu, The Power of Life, qui est une biographie intellectuelle et savante de Jean-Baptiste Lamarck, le grand naturaliste de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, dont il sera sans doute question ce matin. En tout cas, son intervention aujourd'hui porte sur les dilemmes du primate autodidacte ou la politique de la science à l'ère du transformisme. Jessica. Mais c'est un tel plaisir d'être arrivé à ce moment, enfin, du commencement de ce colloque que j'attends avec impatience depuis des mois. Donc, un grand merci à Antoine et à Sylvia et Stéphane et Maxime. Et oui, donc ma présentation aujourd'hui se tire du livre qu'Antoine a mentionné sur Lamarck, et plus précisément sur un chapitre sur son inauguration de la théorie de l'évolution humaine. Et mon idée centrale dans le livre est que la théorie de Lamarck, contrastée avec les théories scientifiques de la vie et de l'être humain de ses contemporains, comme Cuvier par exemple et autres, ainsi qu'avec la théorie néo-darwinienne qui s'est imposée à la fin du XIXe siècle, de la même façon. Toutes deux représentant les organismes, dont les humains, comme des mécanismes passifs, objet de force extérieure. Et là, je veux souligner que quand je parle de la théorie néo-darwinienne, je ne veux pas dire Darwin même. Lui, je pense que ce n'est pas le cas pour lui. Mais pour la théorie néo-darwinienne, ainsi que les théories de la vie contemporaines à Lamarck, comme par exemple Cuvier, c'est un modèle de la vie et des humains en tant que mécanisme passif, objet de force extérieure. Lamarck, quant à lui, concevait les êtres vivants comme définis par leur agentivité créatrice et transformatrice. Et donc, je pense que cette opposition entre approche réductrice et anti-réductrice à la vie et à l'être humain comporte des implications pour l'un des aspects de notre sujet aujourd'hui, la question de savoir qui sont les sujets et qui sont les objets de la science des Lumières. Peut-être juste un petit mot sur mon titre. Je ne suis pas absolument certaine que autodidacte était la bonne traduction. J'avais dans la tête l'expression en anglais self-made, et c'est vrai que autodidacte, c'est la traduction de self-made d'une façon. Peut-être j'aurais dû dire auto-créé ou quelque chose comme ça, mais bon. Mais de toute façon, le titre fait référence à l'idée radicale que les humains ont évolué des primates antérieurs et bien qu'elle soit aujourd'hui... est-ce que j'ai la bonne... Oui, c'est bon. Bien qu'elle soit aujourd'hui, cette idée soit aujourd'hui fermement associée à Darwin dans l'imaginaire populaire, cette idée ne trouve pas son origine chez lui. Darwin lui-même soulignait que la conclusion selon laquelle, là je cite, la conclusion selon laquelle l'homme est le co-descendant avec d'autres espèces d'une forme ancienne, inférieure et disparue, n'est en aucun degré nouvelle. Lamarck est arrivé depuis longtemps à cette conclusion. En fait, l'idée circulait déjà avant Lamarck. Par exemple, le naturaliste et journaliste Jean-Claude Delamétrie l'a publié en 1780. Nous pouvons soupçonner, suggérait-il, qu'une version antérieure de l'homme était devenue, et je cite, bipède par habitude, ce qui a dû produire de grands changements dans son corps. En 1802, Lamarck développa cette idée. Il écrivit que les différences d'organisation distinguant les humains des autres primates, par exemple la position relative de la tête et du cou, la dextérité des doigts, les muscles des membres inférieurs, l'absence d'un orteil en forme de pouce au pied,
Toutes ces caractéristiques auraient pu avoir été acquises peu à peu à la suite de beaucoup de temps. Et il a ajouté « Quel sujet de méditation pour ceux qui ont le courage de s'y enfoncer ?» En fait, lui-même avait ce courage parce que dans la philosophie zoologique, il revint sur ce sujet dangereux et le développa davantage. Il supposa à nouveau que les humains s'étaient développés progressivement au fil du temps à partir d'un type antérieur de primates. Et Lamarck désignait les autres primates, y compris les précurseurs humains, par le terme quadrumane, 4 mains, donc des mains aux mains et aux pieds, emprunté de Buffon. Selon Buffon, les animaux quadrumanes occupaient l'intervalle taxonomique entre les humains et les quadrupèdes. Lamarck suggéra alors que certains animaux quadrumanes s'étaient propulsés à travers cet intervalle en se transformant eux-mêmes en animaux bimanes. Si une race quelconque de quadrumanes, observa-t-il, venait à abandonner l'habitude de grimper sur les arbres et d'empoigner les branches avec les pieds, il n'est pas douteux que ces quadrumanes ne fussent à la fin transformés en bimanes. Ce n'était pas seulement que les humains s'étaient développés à partir de primates plus anciens, mais que ces primates plus anciens avaient activement commencé à se recréer eux-mêmes et que leurs descendants avaient poursuivi ce projet de transformation de génération en génération. Agissant selon leurs propres projets et désirs, certaines créatures quadrumanes s'étaient engagées dans une nouvelle direction. Et je cite, « Si les individus dont je parle, mus par le besoin de dominer et de voir à la fois au loin et au large, s'efforçaient de se tenir debout, écrivait Lamarck, et en prenaient constamment habitude de génération en génération, il n'est pas douteux que leurs pieds ne prissent insensiblement une conformation propre à les tenir dans une attitude redressée. » C'était essentiellement la vision que Darwin adopta plus tard. Dès qu'un membre ancestral de la grande série des primates fut devenu moins arboricole, en raison d'un changement dans sa manière de se procurer sa subsistance ou de quelques changements dans les conditions environnantes, sa manière habituelle de progresser aurait été modifiée, écrivit Darwin. Et ainsi, un primate bipède aurait émergé, les mains libres pour utiliser des outils et des armes. Lamarck faisait remarquer que bien que la posture verticale soit caractéristique des humains, elle n'est toujours pas reposante pour eux. Il faut généralement plus d'1 an pour l'apprendre et elle continue tout au long de la vie à exiger de l'énergie pour être maintenue et à devenir fatigante après un certain temps. La peine de se tenir debout était, pensait-il, une indication de l'origine commune des humains avec les autres mammifères et témoignait que les humains ne s'étaient pas seulement faits humains dans un passé lointain, mais continuaient de le faire par une action constante dans le présent. Donc l'importance de l'action. L'autocréation des humains, telle que Lamarck le raconte, n'est pas une histoire entièrement belle. Les humains, dit-il, sont en quelque sorte incompréhensibles, c'est son mot à lui, incompréhensibles, capables des extrêmes de bonté comme de cruauté. Leurs facultés intellectuelles, hautement développées, confèrent les moyens de faire le mal aussi facilement que le bien. Lamarck imagine que les premiers pionniers quadrumanes auraient acquis la maîtrise sur les autres animaux quadrumanes et se seraient emparés de toutes les meilleures parties de la Terre, exilant les autres dans des zones moins favorables, freinant leur croissance et bloquant leur progrès. En s'élevant à la domination, les membres de ce groupe particulier auraient continuellement acquis de nouveaux besoins qui les auraient poussés à développer de nouvelles facultés, y compris le pouvoir de former de sons articulés et finalement de parler. Cette aptitude aurait donné naissance à de nombreuses langues au fur et à mesure que l'usage changeait de personne en personne et de pays en pays. Et par l'usage du langage, les humains auraient élargi leur intelligence. De cette manière, les primates bimanes en ascension auraient établi une distinction nette entre eux-mêmes et leurs anciens camarades quadrumanes. Il en aurait résulté que les animaux quadrumanes exilés en seraient venus à mener, et je cite Lamarck, une vie misérable et inquiète, sans cesse contraints de fuir et de se cacher. Même au sein des humains bimanes,
la domination d'une majorité misérable et opprimée par une minorité agressive serait l'état normal des choses, parce que les humains se sont faits humains en affirmant leur volonté, en poursuivant leurs désirs et en augmentant leur pouvoir au grand détriment de leurs semblables. Donc, ce n'est pas une vision entièrement belle. Au printemps 1815, tandis que Lamarck a publié le premier volume de son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Sarah Bartman arrivait au Jardin des plantes pour 3 jours d'inspection scientifique organisés par Cuvier, Blainville et Geoffroy Saint-Hilaire. Bartman était née dans la colonie hollandaise du Cap, devenue une colonie britannique quand elle avait 5 ou 6 ans. Orpheline dès l'enfance, elle était devenue servante sous contrat, pratiquement l'esclavage, à la suite de la proclamation Hottentote britannique de 1809, formalisant l'asservissement des peuples Khoikhoi et San. Peu après, son maître, son frère et un autre associé élaborèrent un plan pour faire fortune en l'exhibant à Londres, et elle apparut ainsi d'abord en Angleterre, puis en France, sous le nom Vénus Hottentote entre 1810 et 1815, alors qu'elle avait entre 20 et 25 ans. Pendant plusieurs jours, en mars 1815, Bartman subit le regard scrutateur de Cuvier, Blainville, Geoffroy Saint-Hilaire et d'autres spectateurs avides au Jardin des Plantes. Lamarck semble avoir fait exception par son absence, du moins autant qu'on puisse le savoir, de ce grand événement au Muséum national d'histoire naturelle. Parmi le groupe se trouvait Pierre Florence, physiologiste de l'Académie des sciences qui étudiait le cerveau, et 3 artistes, De Vailly, Nicolas Huet et Jean-Baptiste Béret. Aussi Frédéric Cuvier, le frère de Georges, qui était alors responsable de la ménagerie du jardin, était peut-être aussi présent. Lui et Geoffroy inclurent plus tard Bartman au début du premier volume de leur Histoire naturelle des mammifères coédité. Ces hommes désiraient tous ardemment voir Bartman nue. Jusqu'ici, elle avait toujours paru vêtue de tissu couleur de sa peau pour suggérer la nudité, mais pas actuellement nue. Quand Bartman arriva, l'illustre groupe d'hommes l'assaillit de supplications pour la voir jusqu'à ce qu'elle accepte à contre-cœur d'ôter ses vêtements. Puis ces prestigieux messieurs de la science implorèrent la jeune femme maintenant nue d'écarter ses jambes. Blainville allant jusqu'à lui offrir de l'argent, mais à leur déception, elle refusa avec colère. Blainville fit néanmoins de son mieux face à l'adversité, publiant un rapport dans lequel il décrit minutieusement ce qu'il avait pu observer et aussi imaginer. Pendant ce temps, les 3 artistes peignirent Bartman. Quelques mois après, Bartman mourut d'une maladie inconnue, après quoi Cuvier réalisait non pas une autopsie pour déterminer la cause du décès, mais une dissection axée particulièrement sur les organes génitaux de Bartman qu'il décrit dans un rapport d'une précision assez obsessionnelle qui montre, selon lui, une proximité plus grande que les femmes européennes avec les singes. Il consacre aussi beaucoup d'attention à la tête et au cerveau de Bartman. « Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne », déclare-t-il. Certes, il dit, aucun nègre n'aurait pu créer la société sophistiquée d'Égypte antique. Les mesures de Cuvier sur les crânes de momies rapportées de l'expédition de Napoléon lui prouvent sans surprise que les anciens Égyptiens étaient sûrement caucasiens. Ces observations paraissent avec les représentations de Bartman par De Vailly au début du premier volume de l'Histoire naturelle des mammifères de Geoffroy Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier, et Bartman est le premier mammifère suivi d'un singe langure. Cuvier, pour sa part, revint fréquemment sur ce thème favori tout au long de ses grandes œuvres, répétant que la race caucasienne à laquelle nous appartenons, dit-il, est la plus belle et la meilleure, tandis que la race la plus dégradée est celle des nègres, la plus proche des singes et des brutes. Tout ça, c'est ses mots à lui. L'anatomie comparée elle-même, telle que ses fondateurs la pratiquaient, était une science en grande partie construite sur ce que Lamarck a identifié comme une erreur, une réduction du moral au physique. Blainville, Cuvier et les autres étaient convaincus que tous les êtres vivants, y compris les humains, étaient constitués de parties physiques fixes qui déterminaient absolument leurs comportements moraux. Et aussi, bien entendu, que leurs propres parties et comportements représentaient la perfection. Selon Lamarck, c'était plutôt le contraire. C'était les sentiments et les comportements qui créaient les parties physiques.
Et donc, il dit que tout ça, c'est une grande erreur, ce qu'il voit parmi ses collègues, la théorie qu'il monte. Pourquoi Lamarck restait-il à l'écart de ces événements et de la tendance essentiellement universelle parmi ses collègues naturalistes à s'engager avec enthousiasme dans la production de théories scientifiques sur les races humaines? Ce n'est pas parce qu'il évitait le sujet des humains et de leur place dans la nature. Il en traitait hardiment souvent, y compris dans ses deux plus grandes œuvres, la philosophie zoologique et l'histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Même dans une œuvre sur les animaux sans vertèbres, il trouve un moyen de parler des êtres humains. Mais dans toute son abondante production et tout au long d'une période où la caractérisation scientifique des races humaines était une obsession culturelle générale, Lamarck semble n'avoir eu que quelques remarques très brèves à faire sur les races humaines. Par exemple, dans sa philosophie zoologique, il en fait deux. L'une est une définition et une taxonomie des animaux bimanes ou humains. Il écrit « Les bimanes, mammifères à membres séparés, engiculés, ayant des ongles ou des griffes, à 3 sortes de dents et à pouces opposables aux mains seulement, c'est-à-dire pas aux pieds. » Merci. Variétés caucasiques, hyperboréens, mongols, américains, malais, éthiopiennes ou nègres. Ces variétés, dit-il, sont superficielles et fluides. Et encore, je cite, « On peut assurer que si des distances d'habitation ne séparaient pas les hommes, les mélanges pour la génération feraient disparaître les caractères généraux qui distinguent les différentes nations. » Donc, c'est ce qu'il a à dire dans la philosophie zoologique. Dans son dernier ouvrage, Le système analytique des connaissances humaines, Lamarck écrit « L'espèce humaine offre différentes variétés auxquelles on a donné le nom de race et qui existent chacune dans des régions particulières du globe. Probablement la plus ancienne d'entre elles est la race caucasienne qui est en même temps la plus perfectionnée. » Immédiatement après, avec un manque de logique frappant, il décrit l'état de la civilisation européenne et de ses habitants comme très loin d'être parfait par rapport aux autres peuples. Dans le monde civilisé, dit-il, il y a une immense disparité entre les situations et les moyens des gens. Une petite minorité s'est emparée du pouvoir et domine les autres, maintenant la multitude dans un état d'infériorité en lui inspirant adroitement des préventions et des prestiges qui la tiennent enchaînée. Les masses appauvries sont contraintes de vivre dans des lieux malsains, ne respirant qu'un air vicié, irrégulièrement et mal nourri, dans un état d'intelligence diminué, tandis que la minorité riche, menant une vie indolente et suralimentée, est elle aussi malsaine, sujette à un nombre croissant de maladies endémiques. Donc, c'est vraiment pas un état très perfectionné. Dans la mesure où Lamarck établissait des distinctions significatives entre des catégories de personnes, elles étaient fondées sur les circonstances et l'environnement, et non sur l'anatomie ou la physiologie. Si nous voulons comprendre les êtres humains, écrivit-il, nous devons garder à l'esprit qu'en changeant de leur âge, de leur situation, de leur état, de leur fortune ou de leur pouvoir, ils changent aussi constamment dans leur façon de sentir, d'envisager les objets et de juger les choses. Les gens ne se sont pas fixés par leur partie physique, mais se reconfigurent continuellement, selon lui. Pour cette raison, Lamarck rejetait la phrénologie, théorie de 2 médecins allemands, Franz Joseph Gall et Johann Spurzheim, selon laquelle les parties du cerveau d'une personne reflètent par leur taille les degrés des facultés mentales et qu'on peut les évaluer en examinant la forme du crâne. Spurzheim donnant le nom à la théorie et la rendit officielle, mais Cuvier et Geoffroy, entre autres, avaient déjà développé et publié des versions de cette idée. Gall et Spurzheim présentèrent leur théorie phrénologique au monde dans la même période où Lamarck développait et publiait sa philosophie zoologique. Et la phrénologie devint le fondement de décennies pendant lesquelles des gens utilisèrent des mesures minutieuses de bosses frontales et de formes crâniennes pour classer les êtres humains par race, par sexe et classe sociale. Sans surprise, leurs conclusions confirmaient toujours que les hommes étaient naturellement plus intelligents que les femmes, les riches plus intelligents que les pauvres, et les Européens blancs de l'Ouest plus intelligents que tous les autres. Lamarck, pour sa part, juge que Gall s'est rendu coupable d'un abus trop ordinaire de l'imagination. C'est son expression.
Les sentiments et comportements moraux d'une personne façonnent les structures physiques et non l'inverse. Lamarck écrit « Il n'est pas vrai que chacune de nos facultés intellectuelles soit innée. » Il insiste sur ça. Ces facultés dépendent de l'exercice qu'on leur donne et de l'ensemble particulier de circonstances de notre environnement. Si certaines personnes sont plus intelligentes que l'autre, c'est parce qu'elles ont plus l'occasion d'exercer leur capacité à penser. Considérer l'intellect comme inné est, il dit, une opinion dangereuse et en outre une véritable erreur. Lamarck admet la possibilité qu'un organe intellectuel très exercé puisse devenir notablement grand avec le temps, comme les pattes arrière du kangourou ou la trompe de l'éléphant, mais cela se produirait bien entendu sur de nombreuses générations et caractériserait l'espèce tout entière et non certains individus. Il n'exclut pas absolument la possibilité que l'intelligence extraordinaire puisse avoir des signes extérieurement visibles dans un cerveau individuel, mais ce serait le résultat d'un exercice extrême et non d'un génie inné. Lamarck s'est aussi exceptionnellement abstenu d'invoquer la nature et la science au service du sectarisme culturel, par exemple, alors que les gens tout autour de lui démontraient allègrement la suprématie du français parmi les langues, la langue la plus naturelle, la plus adaptée à la pensée claire, à la raison, etc. Lamarck était catégorique. Aucune langue ne peut être plus naturelle à l'homme que d'autres. Il n'y a pas de langue mère. Dans sa conviction inébranlable, toutes les institutions sociales étaient également naturelles et toutes les formes biologiques également sociales, puisque les hommes et les autres animaux se reconfigurent par leurs habitudes et leurs comportements. Donc, c'est inséparable, la biologie et le niveau social. Le contraste saisissant entre l'approche de Lamarck vis-à-vis de l'animal humain et celle de presque tous ses contemporains apparaît de façon frappante si l'on feuillette le nouveau dictionnaire d'histoire naturelle publié par d'Iberville, qui enrôla Lamarck pour contribuer 20 articles à la deuxième édition du dictionnaire paru en 36 volumes entre 1817 et 1819. Souvent, plutôt que de remplacer l'entrée de la première édition de 1803, d'Iberville plaçait simplement la contribution de Lamarck après elle dans la nouvelle édition, de sorte que les deux entrées se retrouvaient côte à côte dans une confrontation éternelle. C'est le cas de l'article sur l'homme. Le premier article sur l'homme, conservé de l'édition de 1803, est une tirade de 270 pages signée par le rédacteur en chef du dictionnaire, un pharmacien et naturaliste nommé Jean-Julien Viret. Il divise les humains en 6 races qui répartit en 2 espèces distinctes selon la couleur de peau et l'angle facial. Les personnes à peau blanche à cuivrée, il explique, avec des angles faciaux de 85 à 90 degrés, constituent la première espèce. Elles ont un caractère moral, une intelligence expansive et elles sont habiles, industrieuses et courageuses. Les personnes à peau brune à noire, avec des angles faciaux de 75 à 82 degrés, forment la deuxième espèce. Elles ont tendance à se tenir, il dit, à se tenir avec les genoux saillants, l'air désabusé. Elles n'ont qu'une intelligence limitée, manquant d'habileté, d'industrie et de courage. Ils préfèrent les plaisirs sensuels aux affections morales et ressemblent généralement aux brutes. Viret décrit aussi l'examen et ensuite la dissection de Sathya Bartman et discute sa proximité, comme il pense, avec les singes. Il pense qu'elle et les autres femmes de son espèce, comme il le dit, doivent avoir tiré ce qu'il décrit comme une forme simiesque de leur habitude de s'asseoir au soleil à la manière des babouins. Arrivant au bout des 270 pages virulentes de Viret, on rencontre le traitement économique de Lamarck sur le même sujet en 7 pages seulement. Ce qu'il faut savoir sur les humains, dit-il, c'est qu'ils sont des êtres naturels, comme les autres animaux. Ils ont de l'intelligence, des instincts et des sentiments. Ils sont mus par certaines inclinations, la tendance à rechercher le bien-être et à éviter la souffrance, un sentiment d'amour-propre, un désir de dominer et une répugnance à l'idée de leur propre disparition. Ces inclinations sont universelles, elles sont les mêmes chez les êtres humains de tous les pays et de tous les temps.
L'entrée est brève, mais remarquable quand on la considère dans sa juxtaposition avec celle qui la précède immédiatement par Viré et avec les écrits de Cuvier sur les humains et de Geoffroy et de Gall, Spurzheim et pratiquement tout le monde dans le monde insulaire et puissant de Lamarck. Sa courte entrée du dictionnaire sur l'homme devient alors vraiment remarquable tant pour ce qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas que certains humains sont presque des dieux, tandis que d'autres sont pratiquement des singes, que pour ce qu'elle dit que les êtres humains, en tout temps et en tout lieu, sont essentiellement les mêmes. L'essence humaine universelle, selon Lamarck, est irréductible à des parties. C'est une façon d'être dans le monde. Alors, pour conclure, je reviens à la proposition avec laquelle j'ai commencé. Je pense que la théorie de la vie et de l'évolution humaine de Lamarck comporte des implications pour l'un des aspects de notre sujet aujourd'hui. Qui sont les sujets et qui sont les objets de la science des Lumières? Je pense qu'aujourd'hui, les théories néo-darwiniennes de la vie qui réduisent les êtres vivants, y compris les êtres humains, à de simples objets passifs de programmation génétique et de force extérieure, trouvent leur origine dans un certain courant de la science des Lumières, celle de Cuvier et de ses disciples, et que parallèlement, les théories antiréductionnistes de l'évolution actuelle peuvent faire remonter leurs antécédents à Lamarck, à son principe de l'agentivité essentielle des organismes et de l'agentivité particulière de l'organisme humain, pour le meilleur ou pour le pire. Merci.